Le terme démondialisation et sa projection dans l'espace politique vient d'abord de Bernard Cassen, qui a utilisé cette notion pour la première fois dans un article de Manière de voir en 1996. L'article s'appelait Scénario l'article s'appelait Et maintenant démondialiser pour internationaliser. Donc dès le départ d'ailleurs Bernard Cassen mettait en parallèle la démondialisation et l'internationalisme. Et ça justement c'est très important dès le départ à montrer la liaison entre les deux notions. Et ensuite, c'est un leader altermondialiste que certains connaissent ici, qui s'appelle Philippin Walden Bello, un des leaders des forums sociaux mondiaux, qui a utilisé cette notion dans son ouvrage, dans un ouvrage parmi d'autres, il en a écrit beaucoup, publié en 2002, qui s'appelle Deglobalization, puisque en anglais le mot mondialisation n'existe pas, et donc pas plus que le mot démondialisation. La traduction de mondialisation en anglais c'est globalization, et donc deglobalization par Walden Bello, Ideas for a New World Economy. Et puis dans la foulée, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont repris cette notion, et on peut citer George Corn, Le nouveau gouvernement du monde à découvert 2010, Frédéric Lordon, différents articles, notamment dans le Monde diplomatique, Arnaud Montebourg, Voter pour la démondialisation, préfacé par Emmanuel Todd, Flammarion 2011, Jacques Sapir, son ouvrage qui s'intitule La démondialisation seuil 2011, et également, je m'ajoute à cette liste, il n'y a pas de raison, dans Sortons de l'euro, puisqu'il y a une partie du chapitre qui s'appelle Démondialiser. Disons que pour le MPEP, là, il faut se méfier de la magie des mots, parce que les citoyens sont accablés de mots, ça tombe de tous les côtés. Et autour de cette notion de mondialisation, démondialisation, il y a la globalisation, anti-mondialisation, alter-mondialisation, une autre mondialisation, et se surajoute à cela démondialisation. Comment s'y retrouver là-dedans? Est-ce que nous sommes persuadés que le grand public perçoit les nuances, les différences, les contradictions entre ces différentes notions? D'autant que rares sont ceux qui prennent la précaution d'expliquer de quoi ils parlent, c'est-à-dire de mettre une définition précise derrière les mots. Et du coup, les quiproquos, les contradictions sont légion, parce que cet effort n'a pas été fait. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que jusqu'à présent, on disait qu'il y avait deux gauches, puisque on voit que ce mot démondialisation est utilisé surtout par des auteurs de gauche, et même essentiellement, puisque parmi les personnes que j'ai citées, ce sont tous des gens qui se réclament de la gauche. Il y avait deux gauches, une gauche, disons, d'accompagnement du capitalisme, si on peut appeler ça comme les socialistes dans la gauche, et puis une gauche plutôt révolutionnaire qui mettait en cause le capitalisme. Ces deux gauches existent toujours, mais on peut considérer que s'ajoute à cette distinction qui recoupe en partie l'ancienne géographie de la gauche, une nouvelle géographie qui est la gauche mondialisatrice et la gauche démondialisatrice. Et c'est un peu de cela dont on va parler, parce que la gauche mondialisatrice a la conviction, a la croyance, finalement, que seules des décisions mondiales, voire européennes, peuvent permettre de changer l'ordre des choses. Et qu'il faut donc faire converger les
l'espace mondial est entièrement occupé par les classes possédantes et qu'il n'y a aucune place pour les peuples et que par conséquent, on ne voit pas comment les classes possédantes pourraient prendre des décisions pour se déposséder elles-mêmes. Il y a donc une contradiction et des visions politiques qui sont radicalement opposées entre cette vision mondialisatrice, même si elle ne s'appelle pas comme cela, et la démondialisation. Alors, première idée, pour tenter de définir la notion de démondialisation de manière la plus précise possible, la plus opératoire possible, il faut commencer par définir ce que l'on entend par mondialisation. Ça paraît logique, puisque la mondialisation, la démondialisation, dans les termes, est censée s'opposer ou faire le contraire de la mondialisation. Donc commençons par le début et tentons de reprendre les définitions de la mondialisation. Pour nous, la mondialisation est une stratégie de reconquête des classes possédantes à l'échelle de la planète. Voilà, c'est tout, c'est ça, la mondialisation. Et donc, la démondialisation ne connaît pas de définition précise, scientifique, consensuelle. Il y a donc deux définitions de la mondialisation, pour revenir à cette première définition, celle de la mondialisation, une définition qu'on peut appeler paresseuse, c'est-à-dire défaitiste, qui fait tout reposer sur les mécanismes économiques. Le progrès des sciences et des techniques, quand on dit, c'est la thèse la plus connue, la mondialisation, c'est un mélange de révolution scientifique et technique, de révolution informationnelle, d'extension du capitalisme et d'extension du capitalisme par la financiarisation du capitalisme. Et donc, c'est la mondialisation, un pur phénomène économique dans lequel la politique n'a pas lieu d'être. Et cette conception est majoritaire. C'est la définition qui est faite par les classes possédantes. Les classes possédantes, comme un certain nombre d'organisations qui se réclament de la gauche, partagent cette analyse de la mondialisation, un phénomène purement économique, et donc face auquel, finalement, nous serions assez démunis, puisque par principe, si c'est la science qui est mobilisée pour expliquer la mondialisation, qui va s'opposer à la science? Si c'est l'économie, les cycles économiques, qui va s'y opposer? Bon, dans les mentalités, tout ceci dépasse la capacité collective d'intervention. Et c'est ce qui est vendu par les grands médias. Les grands médias vont développer donc cette idée de la mondialisation. Et il y a un résumé assez saisissant. Tout à l'heure, j'ai fait des devinettes, donc je vais encore faire une devinette. Qui a dit « La mondialisation est là, il faut s'adapter ». Il aurait pu le dire, en effet, mais c'est François Chérec de la CFDT. Voilà. C'est tout à fait saisissant comme définition. C'est la revendication d'une impuissance totale. Il y a ce phénomène qui n'a pas de cause, et donc, dès lors qu'un phénomène n'a pas de cause, comment peut-on résoudre ce genre de phénomène? François Chérec nous expose son impuissance, un phénomène qui n'a pas de cause, face auquel, finalement, il faut renoncer, il faut baisser la tête. La définition courageuse, optimiste de la mondialisation, c'est de l'expliquer par une stratégie des classes possédantes. Une stratégie de reconquête. Reconquête de quoi? Reconquête de leur pouvoir, de leur profit. Et en effet, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 80, la fin de la
CNR, le Conseil national de la résistance, et la fin des années 80, disons, avec des aléas, bien entendu, trois phénomènes se sont développés à l'échelle planétaire qui ont déstabilisé la puissance occidentale et qui ont contribué à un rapport de force international favorable au peuple, au monde du travail. Ces trois phénomènes, c'est d'abord l'existence d'un camp socialiste, comme on l'appelait, en tout cas au début de la guerre, parce qu'après ce système a été discrédité. Mais, quelle que soit l'opinion que l'on porte sur le système socialiste, l'URSS et les autres pays, il limitait l'expansion du capitalisme. Autrement dit, les firmes multinationales ne pouvaient pas aller capter du profit dans ces pays parce que ça leur était interdit. Et donc, il y avait une contrainte exercée sur le capitalisme, sur les classes dirigeantes, sur la capacité à réaliser du profit. Des centaines de pays rassemblant des centaines de millions d'habitants étaient exclus du système capitaliste. Donc, c'est une pression mécanique, disons, sur le profit. Et la valorisation marchande en général. Le deuxième phénomène, c'est le mouvement de décolonisation. La décolonisation, c'est l'émergence de mouvements de libération nationale. D'ailleurs, rien que cette appellation, mouvement de libération nationale, dans les colonies, devrait être rappelée à ceux qui, aujourd'hui, crachent sur la revendication nationale, sur la nation. Parce que les pays colonisés, leur première revendication, c'était la souveraineté nationale. Et ils mettaient en place des mouvements de libération nationale. Alors, la libération nationale n'a pas toujours coïncidé avec la libération sociale. C'est exact. Dans un certain nombre de cas, ce sont les bourgeoisies locales, élevées au lait maternel des métropoles, qui ont dirigé le pays pour leurs propres intérêts. Mais en tout cas, il y a eu ce mouvement de libération nationale qui a affaibli le camp capitaliste, le camp impérialiste, et qui a limité, là encore, les capacités de profit des firmes multinationales qui utilisaient traditionnellement les colonies pour les ressources, les matières premières en particulier, et qui avaient transformé les colonies en domaine captif. On se rappelle la zone sterling de l'Empire britannique, où les colonies n'avaient pas le droit de commercer. Le seul interlocuteur, c'était la mère patrie, l'Empire. Il n'avait pas le droit de commercer. Troisième phénomène qui s'est passé pendant ces quelques décennies, c'est le développement de luttes ouvrières particulièrement efficaces, dont tout le monde occidental, y compris d'ailleurs, auquel on peut ajouter le Japon, avec le point culminant de 1968, où avant 68 et après 68, une agitation permanente existait dans les pays occidentaux qui mettait en avant un anticapitalisme très fort, des revendications quantitatives et qualitatives, comme on les appelait. Il y avait une augmentation des salaires, il y avait une baisse du chômage, il y avait une augmentation dans le PIB de la part consacrée aux politiques sociales, à la protection sociale. Il y avait un climat politique très anticapitaliste. Il fallait rediscipliner le monde du travail. C'est la raison de la mondialisation. La mondialisation, ça sert à rediscipliner le monde du travail des pays occidentaux par le chômage et les pays pauvres par la dette. C'est ça la mondialisation, en tout cas la définition que nous donnons de la mondialisation. C'est-à-dire
sans nier la propre logique d'extension du capitalisme, sans nier les évolutions technologiques qui ont favorisé, qui ont aidé à tout cela, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'opération politique de très grande envergure qui a été progressivement lancée. Ce n'est pas un complot ourdi comme ça dans les couloirs. Non, c'est une succession de décisions qui ont abouti à une politique cohérente que l'on peut résumer par le consensus de Washington. Le consensus de Washington, ça n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça spontanément des tiroirs, des chapeaux de tel. C'est le résultat de politiques d'essais-erreurs qui ont commencé essentiellement après 1968 dans des organismes comme la trilatérale en particulier. La trilatérale, la commission trilatérale, qui parmi les premières boîtes à idées va expliquer que trop de démocratie finalement est dangereux pour les sociétés. Trop de démocratie, c'est-à-dire trop de souveraineté pour le peuple. Et on va voir que le point commun à tout cela, c'est de capter la souveraineté du peuple par différents stratagèmes. Et donc, cette volonté de rediscipliner le monde du travail se fait dans le but de redresser les profits des firmes multinationales. C'est tout. Il ne faut pas chercher il y a 14 heures. Comment vont-ils procéder pour mondialiser? Ils vont réorganiser le travail à l'échelle planétaire. C'est la question du travail. Pourquoi c'est la question du travail qui vient en premier? Parce que c'est du travail que naît le profit. Le profit n'a pour source que le travail. Et donc c'est bien à la source du profit qu'il faut s'attaquer, réorganiser le travail pour assurer la continuité des profits, la régularité des profits et le niveau élevé des profits. Donc, réorganiser le travail par le libre-échange, la généralisation du libre-échange, l'accélération des délocalisations, même si les délocalisations sont une politique qui a déjà commencé dans les années 60. La pression permanente sur les salaires et l'augmentation du chômage, avec la volonté de maintenir, et ça les gens ont beaucoup de mal à le comprendre, parce que tous les gouvernements expliquent qu'ils luttent, qu'ils font la guerre contre le chômage, qu'ils déclenchent des croisades, etc. Les discours sont innombrables sur le sujet. Et donc beaucoup de gens se disent, ben oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais le chômage, c'est dû à la mondialisation, on n'y peut rien, c'est l'économie, c'est l'interdépendance des économies. Enfin voilà, ce sont les lieux communs que l'on entend régulièrement. Le chômage devient ce qu'on appelle la variable d'ajustement économique. La variable d'ajustement, c'est un choix qui est décidé froidement, qui signifie que lorsqu'il faut ajuster l'offre et la demande sur les marchés, c'est l'emploi qui est la variable d'ajustement. Autrement dit, on va accélérer les capacités d'ajustement des entreprises en facilitant les licenciements, en inventant la précarité. Beaucoup de gens nous disent, oui, mais avec l'interdépendance, l'aggravation de la concurrence, la mondialisation, eh bien, ça génère de la précarité. Mais pas du tout. La précarité est une invention. Ce sont les dirigeants socialistes en particulier qui ont joué un rôle beaucoup plus actif que la droite pour mettre en place ce système avec des gens comme Bérégovoy, qui était une nuisance totale. De leur Bérégovoy, ce sont des horreurs, parce que c'est sous leur ministère que l'essentiel s'est mis en place. Ils ont donc inventé l'augmentation, enfin l'assouplissement du travail intérimaire, ils ont développé le temps partiel, ils ont construit la précarité, c'est-à-dire appelée autrement la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire la précarité, c'est la même chose, mais c'est un mot peut-être plus policé que la précarité. Ça ne fait pas bon genre, bon effet de dire qu'on va organiser des politiques de précarité. Il faut lui dire qu'on va organiser des politiques de flexibilité, c'est plus sérieux, mais
mondiale s'appuie sur 3 piliers. 1. Les firmes multinationales. 2. Les grands médias. 3. Les institutions multilatérales. Les firmes multinationales existent depuis la fin du XIXe siècle. Elles ont été fabriquées d'ailleurs par les États. Il faut avoir une condition, ce n'est pas le marché qui a fabriqué les multinationales, ce sont les États, notamment les États des pays colonisateurs. Parce que les firmes multinationales servaient de vecteurs dans les colonies pour rapatrier les matières premières en particulier. Il fallait donc les doter de moyens et elles étaient défendues par l'armée. Donc le mythe du marché n'a pas lieu d'être parce que les firmes multinationales sont des constructions des empires coloniaux pour assurer l'approvisionnement des métropoles en matières premières via les grandes firmes privées. Privées, c'est une notion relative parce qu'elles étaient des agents finalement de la puissance des empires. Et ces firmes multinationales, tous les autres piliers, c'est-à-dire les grands médias et les institutions multilatérales, sont au service des firmes multinationales. Parce que qui fabrique le profit parmi ces 3 piliers? Ce sont les firmes multinationales. Ce sont elles qui fabriquent le profit, qui assurent la richesse matérielle, symbolique des classes possédantes. Et donc, les firmes multinationales sont les pompes à profit qui permettent d'assurer la richesse des classes possédantes. Deuxième pilier, ce sont les grands médias. Les grands médias, quand on parle des grands médias, c'est à la fois la presse, papier, ce sont les médias audiovisuels, ce sont les agences de presse qui jouent un rôle très important, et on voit que dans certains pays, il y a une sorte de monopole des agences de presse détenues par des groupes particuliers qui fabriquent une information qui n'a strictement aucun rapport avec la réalité, qui n'est que de l'idéologie. Et ce sont également les satellites qui permettent Internet, etc. Et donc les grands médias sont la propriété des classes possédantes. Ce sont des instruments au service de la domination des classes possédantes, ni plus ni moins. Ce ne sont pas des organes d'information. Et leur but, c'est d'intoxiquer, de manipuler l'opinion publique. C'est la police des esprits. Troisième pilier de l'ordre néolibéral mondial, ce sont les institutions multilatérales. Donc la liste est facile à faire. Ça commence par l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'OMC et l'Union européenne. Il faut évidemment ajouter l'Union européenne au pilier de l'ordre néolibéral mondial. Le but, alors, ces institutions multilatérales reposent sur des traités internationaux. Quand on critique ces institutions multilatérales, on critique donc les traités qui les supportent, mais le fait de critiquer ces traités ne signifie pas que nous soyons contre le principe lui-même d'un traité international. Alors, on pourrait être contre ce principe, il y a des forces politiques qui s'opposent au principe même du traité international, au motif qu'un traité international, par définition, inclut des renoncements de souveraineté. Par définition, dès lors qu'il y a un accord avec d'autres pays, ça veut dire qu'on accepte soit des abandons de souveraineté, soit des transferts de souveraineté à des organisations tierces. Et donc, selon ce principe d'abandon de souveraineté ou de transfert de souveraineté, certains considèrent qu'il ne faut pas du tout de traité international. Dès lors
choix est réversible, ce qui est le cas de tout traité international. Tout traité international est réversible. Ça veut dire que ce qui a été signé à un moment, eh bien, on peut retirer la signature quand on veut, qu'il y ait des lois ou qu'il n'y en ait pas. C'est la force pure qui s'impose à un moment donné. Et donc, on peut considérer que c'est acceptable dans ces conditions. Alors, est-ce que c'est le cas avec ces institutions multilatérales? Absolument pas. Parce que ces traités internationaux n'émanent pas de la souveraineté populaire, ce sont des systèmes qui ont été imposés aux classes populaires et dont l'objet est de casser la souveraineté des peuples. Leur but est d'imposer des politiques favorables aux classes possédantes, ni plus ni moins. On le voit clairement avec l'OTAN, on le voit clairement avec le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Certains ont du mal à voir que l'Union européenne fait partie de la même famille, mais c'est de la même famille. Et donc la mondialisation égale néolibéralisme, c'est pareil. La mondialisation, c'est le néolibéralisme, c'est la révolution néolibérale. C'est l'application de l'idéologie néolibérale. Les outils des politiques de mondialisation, c'est essentiellement ce qu'ils appellent la libéralisation. Et la libéralisation, depuis le début des années 80, s'applique et continue de s'appliquer avec des domaines bien spécifiques. D'abord, le marché du travail. Le marché du travail qui n'en finit pas d'être libéralisé. Ça résiste, notamment en France. Mais ça continue, hein, la libéralisation du marché du travail, de ce qui est appelé le marché du travail par les libéraux, parce que le travail ne peut pas, il ne doit pas être un marché. Le marché du travail, l'explosion des droits des salariés. Ensuite, c'est la libéralisation des marchés de capitaux. C'est ce qu'on appelle la financiarisation. La financiarisation n'est pas un stade nouveau du développement du capitalisme. C'est un choix politique des milieux financiers à l'intérieur des classes possédantes, dans les contradictions qui sont nées à l'intérieur des classes possédantes, entre les classes possédantes industrielles et les classes possédantes financières. Ce combat continue. Ce sont les financiers qui ont gagné la partie. D'ailleurs, on le voit bien dans la structure de pouvoir des firmes multinationales. Si on étudie qui a le pouvoir dans les firmes multinationales sur les 100 années ou les 50 années qui viennent de s'écouler, on voit qu'au début, il y a des gens, des managers, on les appelle, qui représentent les familles qui ont créé l'entreprise ou qui possèdent l'entreprise. Et puis on voit que petit à petit, le pouvoir va se déplacer auprès des gens plutôt issus des ressources humaines. C'est la période pendant laquelle il y a une agitation dans les entreprises. Et donc on va mettre à la tête des entreprises des gens plutôt issus des ressources humaines parce qu'ils ont une capacité, soi-disant, plus importante à gérer ce genre de conflit. Et puis après, on va voir, oui, à l'origine, c'était des ingénieurs, pardon, j'ai oublié, à l'origine, les dirigeants d'entreprise sont des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent la technique et dont la préoccupation est de faire fonctionner l'outil de production. Et quand on fait donc l'étude des structures des firmes multinationales, on voit très nettement cette réalité des ingénieurs qui dirigent les entreprises. Ils sont remplacés dans les années 60-70 par plutôt des gens DRH, type DRH. Et puis une fois que la reprise en main est effectuée, ça passe plutôt à des commerciaux, puisque la période est au marketing, on a discipliné le salariat, on a cassé les syndicats, etc. Donc on va faire un effort de commercial, etc. Et donc c'est plutôt des profils marketing. Mais aujourd'hui, qui dirige les entreprises?
Et ce sont des financiers qui ont l'œil rivé sur le cours de bourse. Toute l'activité de l'entreprise doit fonctionner pour maximiser, comme ils disent, la valeur boursière. C'est ça la stratégie. Ce qui tient lieu de stratégie des firmes multinationales. Donc la financiarisation, c'est une construction qui a été organisée parce que ça permet de maximiser les profits. Et puis, dans la libéralisation, il y a la libéralisation des services publics, c'est-à-dire les privatisations. Il y a différents types de privatisation. Les classes précédentes ont privatisé ce qui avait été nationalisé en matière industrielle et financière, par exemple, mais ils ont, dans un autre bloc, privatisé des services publics. C'est la libéralisation des services publics qui n'est pas finie. Nous sommes encore dans cette trajectoire. La libéralisation des politiques monétaires, ça on l'oublie souvent, mais à partir de 1979, les pays occidentaux ont changé leur doctrine en matière monétaire, sont passés d'une conception keynésienne de la politique monétaire, c'est-à-dire une conception fondée sur les politiques de la demande, sur les politiques de plein emploi, sur les politiques budgétaires contracycliques, ils sont passés à des politiques monétaristes, c'est-à-dire des politiques dans lesquelles on utilise la politique monétaire dans un seul but: briser l'inflation. Pourquoi briser l'inflation? Parce que l'inflation étant l'ennemi mortel du capital, si on veut soutenir la rentabilité du capital, il faut tuer l'inflation. Tout le monde comprend ça. Si vous avez une inflation de 5% et que votre capital a une rentabilité de 3%, vous perdez 3% chaque année. Et inversement. Donc l'objectif des politiques monétaires qui se mettent en place est de permettre au capital de se valoriser, parce que dans la conception qui domine, c'est la mobilité du capital qui va permettre le développement économique. Donc les banques centrales sont rendues indépendantes. L'indépendance des banques centrales est la suite logique de cette stratégie. Indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire indépendante du pouvoir politique, mais totalement dépendante des marchés financiers, puisque précisément leur objet, c'est la rentabilité du capital, c'est d'assurer la permanence et la prévisibilité de la rentabilité du capital. Et puis, autre domaine de libéralisation, c'est celui du commerce international, avec l'extension du libre-échange, qui n'est pas terminée, ça prend des décennies tout ça. Ça prend du temps parce que ça concerne les biens, ça concerne les services, ça concerne les capitaux, ça concerne la main-d'œuvre, et donc il y a cette libéralisation. Tout ceci est à l'origine de la crise systémique actuelle. Ce sont les politiques néolibérales qui sont la cause de la crise systémique. Deuxième idée, la démondialisation est la stratégie politique qui vise à prendre des mesures unilatérales à l'échelle nationale pour sortir de l'ordre néolibéral mondial. Voilà la proposition qui est faite de définition de la démondialisation. Je répète, la démondialisation, c'est la stratégie politique qui vise à prendre des mesures unilatérales à l'échelle nationale pour sortir de l'ordre néolibéral mondial. Ça veut dire prendre le contre-pied exact des politiques de mondialisation. Parce qu'une fois qu'on a défini les politiques de mondialisation, leurs objectifs, leurs modalités d'application, si on veut s'y opposer, il faut bien prendre le contre-pied exact, point par point. C'est donc les politiques de démondialisation, c'est l'ensemble des actions, des initiatives, des luttes sociales, des processus électoraux pour s'émanciper de l'ordre néolibéral mondial. C'est une attaque frontale contre l'ordre néolibéral mondial et son relais européen
l'Union européenne. L'Union européenne est un sous-ensemble de l'ordre néolibéral mondial. La pointe la plus avancée d'ailleurs de l'ordre néolibéral mondial. Le démantèlement, l'affaiblissement de l'ordre néolibéral mondial actuel, de l'impérialisme, qui en est une composante, vise, bien entendu, à construire un nouvel ordre mondial par le démantèlement de l'ordre actuel. Et donc ce que nous faisons, c'est essentiellement de la politique. Parce que l'espace mondial, c'est-à-dire l'espace international, les firmes multinationales, les grands médias, les institutions multilatérales, cet espace est totalement contrôlé par les classes possédantes. Et c'est ça le paradoxe de la gauche mondialisatrice. Parce qu'elle veut que des décisions soient prises à cette échelle. Et d'ailleurs, ce serait bien si des décisions étaient prises à cette échelle. Il n'y a aucun doute. Si des décisions étaient prises pour mettre un terme, en tout cas s'attaquer aux nuisances environnementales, aux problèmes de la pauvreté dans le monde, bien sûr, tout le monde serait content. Le problème n'est pas là. Parce que ça, c'est un vœu pieux. Et donc, on peut se retrouver autour d'un cierge, en priant pour que tout cela advienne. Le problème, c'est qu'il y a une réalité politique qui est que cet espace international, mondial, est un espace où les peuples sont interdits d'accès. Et justement, c'est fait pour ça. C'est fait, cet espace, pour que les peuples soient interdits d'entrer. Il n'y a pas de souveraineté des peuples à cet échelon mondial. Dès lors, comment peut-on imaginer que cette échelle, que ce niveau international, totalement contrôlé par les classes possédantes, que justement ces classes possédantes décident de politiques contraires à leurs intérêts. C'est-à-dire que ces classes possédantes se dépossèdent. On va nous rétorquer, mais justement, c'est l'objet des luttes sociales. Et donc, il faut lutter, il faut converger. Bien sûr, nous sommes pour la lutte sociale, à tous les échelons, local, international, intergalactique, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que toutes ces convergences n'assurent pas la garantie de la victoire. Et ce que nous devons étudier, c'est les conditions de réussite de ces transformations. Parce qu'il y a un problème de délai. Et on voit bien que l'obtention de convergence mondiale sur tel ou tel sujet, ça prend du temps. On voit aussi à l'expérience que la tentative altermondialiste des forums sociaux européens et mondiaux s'est retournée. Ça ne marche pas. C'est une dynamique épuisée qui ne fonctionne plus, qui n'a plus d'existence, plus de perspective politique, plus de jus. C'est vide. Donc il y a bien un problème. Il y a bien un problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, qu'il faut décourager ceux. Non, il faut continuer à lutter à tous les échelons, à tenter de faire converger les luttes sociales à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Mais peut-on ne faire que cela? Peut-on continuer, comme le font les gens de la gauche mondialisatrice, refuser par principe l'échelle nationale, refuser d'articuler le national, l'européen et le mondial? Parce qu'aujourd'hui, c'est un refus d'articulation auquel on est confronté. Il ne faut pas opposer les différents échelons des luttes sociales. Il faut au contraire les articuler. Le seul espace à peu près démocratique, je dis bien à peu près démocratique, selon les pays, c'est l'espace national. Ça dépend des pays, bien entendu. Mais c'est le seul espace où le peuple
peut encore faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que ça se traduise par des mesures pratiques. Seul l'échelon national permet encore, dans un pays comme la France, de mettre en place des majorités politiques sur des projets politiques. Quoi qu'on dise, c'est possible. C'est donc au niveau national aussi qu'il faut, et d'abord, qu'il faut porter l'effort. La démondialisation, c'est donc la prise de conscience qu'il est possible de sortir de la crise, c'est-à-dire sortir de la mondialisation, par des mesures nationales unilatérales. Mais, et c'est là une des particularités du MPEP, il faut inscrire cette politique dans une perspective internationaliste, universaliste. C'est-à-dire que la démondialisation ne peut se concevoir correctement pour nous que dans le sens où elle est un projet de mise en place d'un autre ordre international. On l'appelle comme on veut. Un socialisme du XXIe siècle, une république sociale universelle, le concours est ouvert. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait, à l'échelle internationale, une succession de décisions unilatérales, c'est-à-dire une série de décisions prises par les États indépendants à la suite de processus politiques, de lutte sociale, qui vont ensuite s'agglomérer et qui vont faire une masse critique. C'est-à-dire que la vision qui se dégage d'un monde, d'un autre ordre, d'un nouvel ordre mondial, c'est un monde dans lequel, finalement, il y a des sorties successives de l'ordre néolibéral mondial, c'est-à-dire que les pays vont sortir, certains de l'Union européenne, d'autres de l'Union européenne et du FMI, d'autres encore de l'OMC. Ça va être assez chaotique, mais est-ce que ça pourrait être autrement? Et que ces pays, selon les rythmes des mobilisations sociales, des batailles politiques, idéologiques, électorales, vont quitter totalement ou partiellement l'ordre néolibéral mondial, s'attaquer aux firmes nationales sur leur territoire, s'attaquer aux grands médias sur leur territoire, s'attaquer, sortir des institutions multilatérales. Dès lors, un regroupement devient possible entre ces pays. Des regroupements à géométrie variable, forcément. Pas pour créer une nouvelle bureaucratie, mais pour expérimenter, développer de nouvelles tentatives de collaboration entre les pays. Et cette situation nous amène à un double système international. C'est-à-dire que dans les décennies qui viendront, il y aura nécessairement l'ordre néolibéral mondial qui ne concernera plus qu'une partie de la planète, qui va refluer progressivement, et une autre partie qui sera un deuxième ordre mondial différent, qui sera en extension. Il faudra une nouvelle coexistence pacifique entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, les déplacements, le tourisme, les relations commerciales, culturelles, etc., soient supprimés. Il n'y a aucune raison. Mais on voit comment on peut se décider les suites de la démondialisation. Alors, cet ordre, ce nouvel ordre mondial résultant des politiques de démondialisation, c'est des politiques qui doivent là converger sur un certain nombre de points extrêmement précis. Au premier rang, l'emploi. Encore une fois, toujours l'emploi. Il faut toujours commencer par ça.
parce que c'est la source du profit, parce que c'est la source des revenus de la masse de la population, parce que c'est là que se fabriquent les richesses. Et donc, il faut des politiques coordonnées de plein emploi, de suppression du chômage. Je ne développe pas, nous avons un certain nombre de propositions, le droit opposable de l'emploi et des propositions de réindustrialisation qui ont déjà été diffusées. L'objectif, c'est de rééquilibrer la part de la valeur ajoutée en faveur du monde du travail. On sait qu'en 30 ans, la part affectée au travail a baissé de 10% de PIB. 10% du PIB, ça fait 200 milliards d'euros par an. Quand on sait qu'un emploi chargé coûte en moyenne, disons, 40 000 euros par an, on voit très bien que le redressement de la valeur ajoutée en faveur du travail doit être affecté en priorité au salaire, c'est-à-dire à financer des salaires, pas se disperser dans ceci ou cela. Non, financer du salaire pour répondre, pour mener des activités qui répondent aux besoins de la population, besoins dans tous les domaines, secteur marchand, secteur non marchand principalement. Ensuite, démontrer les marchés financiers, bref, je passe là-dessus parce que c'est abondamment nous sommes exprimés en 3 conclusions. La démondialisation apparaît comme un courant d'idées en cours de formation à gauche, se différenciant de la gauche mondialisatrice et altermondialisatrice. On ne peut pas être altermondialiste et démondialiste. Ça n'est pas compatible. Les partis politiques, quand on observe les débats et les polémiques qui ont eu lieu sur le sujet de la démondialisation, les partis politiques sont très divisés sur la notion de mondialisation et donc sur la notion de démondialisation. Cette division dépasse le clivage gauchois, parce que ça clive à gauche et ça clive à droite. Il y a des mondialistes. Les mondialistes, c'est l'essentiel de la droite. Et du centre. C'est le Parti socialiste et c'est les partis membres du Front de gauche. Sur il y a des démondialistes, des démondialisateurs, c'est l'extrême droite et le Front National, c'est à droite de la République, et à gauche, c'est une minorité d'attaque. Il y a une minorité d'attaque qui est d'accord avec nous. Il y a le MPEP et il y a quelques autres forces qui sont associées à nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un consensus sur le contenu précis de cette notion de démondialisation. Pour nous, la démondialisation, c'est la question centrale pour les années à venir. Et les forces démondialisatrices, dans la suite logique du nom de 2005, le nom de 2005 fait partie de ce courant démondialisateur. Est-ce que ces forces vont devenir majoritaires? Vont-elles parvenir à rétablir, à réhabiliter le besoin de souveraineté populaire et nationale? Est-ce qu'elles vont parvenir à restaurer la puissance de l'État comme instrument de la volonté du peuple? Et vont-elles, ces forces démondialisatrices, s'inscrire dans la perspective d'un nouvel ordre mondial, se fixant la perspective d'un socialiste du XXIe siècle? Voilà les enjeux tels qu'on peut